Lesbienne, gay, bisexuel, transgenre et intersexe, voilà ce que signifie l'expression LGBTI. Des termes dont vous avez certainement déjà entendu parler, mais dont les définitions sont pas forcément très claires pour tout le monde, alors voilà une petite explication. L'expression LGBTI comprend l'orientation sexuelle et affective d'une personne, mais comprend aussi l'identité de genre et les caractéristiques biologiques. On parle de sexe en référence à des caractéristiques biologiques. L'identité de genre, elle, renvoie à la manière dont la personne perçoit son genre. Du coup, une personne transgenre se définit pas par son sexe biologique, mais par la manière dont elle se perçoit. Elle a donc une expression du genre différente de celui qui lui a été assigné à sa naissance. Enfin, une personne intersexe, d'après la définition des Nations Unies, est née avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions typiques de mâle et femelle. Toutes ces personnes qu'on regroupe sous l'acronyme LGBTI sont perçues comme différentes. Que ce soit pour des raisons de sexe, d'attirance sexuelle ou affective, d'identité ou même d'expression. Elles sont souvent incomprises, rejetées, subissent partout de fortes discriminations, et c'est pas peu dire. Soyons clairs, les personnes LGBTI, elles n'ont pas besoin de droits particuliers, elles ont juste besoin des mêmes droits que tout le monde. Pourtant, des traitements discriminatoires les empêchent d'en bénéficier. Les gouvernements doivent donc prendre leurs responsabilités afin de faire reculer la discrimination à l'encontre des populations les plus exposées. En prenant par exemple des mesures fortes qui garantissent les libertés des personnes LGBTI et sanctionnent les discriminations à leur encontre. Comme en France en 2013 avec l'adoption d'une loi autorisant le mariage aux couples du même sexe, ou encore en Grèce en 2017 où on a voté une loi qui établit expressément que les personnes transgenres peuvent changer d'état civil sans que des interventions ou des examens médicaux ne soient nécessaires. Mais considérer sa voisine ou son voisin comme son égal, ça se règle pas seulement à coup de loi. Tout le monde peut agir au quotidien pour que les discriminations envers les populations LGBTI reculent, que ce soit en refusant les discours de haine sur les réseaux sociaux, en participant aux marches des fiertés, ou encore en restant informé et en parlant avec son entourage.
l'État favorise le trouble de l'identité sexuelle des enfants. Savez-vous ce qu'est une drag queen? Une drag queen est un homme qui porte des vêtements féminins, un maquillage travaillé, des chaussures à talons hauts et une perruque extravagante. Selon Wikipédia, on trouve les drag queens principalement dans les milieux homosexuels des grandes villes. Mais pourquoi les ateliers de drag queens sont-ils inscrits au programme scolaire depuis un certain temps? Dans le Brandebourg, par exemple, Oscar, un enfant de 13 ans, a été transformé en drag queen devant ses camarades de classe par des collaborateurs de l'association CSD Cottbus. Pendant les 4 à 5 heures de transformation, les autres élèves ont reçu des informations sur les sujets drag queen, travesti et trans. Les termes drag queen et travesti font référence à un homme qui se présente comme une femme et trans à des personnes qui n'acceptent pas leur sexe biologique. On a expliqué, entre autres, comment on peut réaliser des traitements et des interventions médicales pour harmoniser le sexe. Les membres de l'association CSD Cottbus, qui propose des ateliers dans tout le Brandebourg, sont également impliqués dans l'organisation locale de la journée Christopher Street Day, une journée de manifestation des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. CSD Cottbus est également actif dans le domaine de l'éducation sexuelle scolaire. S'agit-il simplement d'un déguisement inoffensif des élèves ou de tels projets sont-ils censés troubler l'identité sexuelle naturelle des enfants? Les organisateurs de l'association CSD répondent à cette question sur leur site web. Ton genre sera également classifié. Dans le cadre d'un atelier, nous voulons bouleverser les catégories de genre supposées claires. L'association est soutenue et promue par le ministère fédéral de la Famille. Ainsi, le projet se révèle être une nouvelle pierre angulaire dans la mise en œuvre de l'idéologie du genre, qui est devenue la ligne directrice de la politique dans le monde entier. La sociologue G. Kubi décrit dans son livre « La révolution sexuelle mondiale » comment les idéologues du genre s'intéressent à la déconstruction de l'ordre naturel des genres masculins et féminins. Comme nous l'avons déjà montré dans un certain nombre d'émissions, les partisans du genre nient la double sexualité donnée par la nature. Ils sont d'avis qu'on doit pouvoir librement choisir son sexe, comme sa coupe de cheveux ou ses vêtements, et qu'il y a une multitude de sexes. À travers les campagnes de publicité dans les médias, dans le cadre de cours interdisciplinaires d'éducation sexuelle ou à travers divers ateliers dans les écoles, de plus en plus on amène artificiellement les enfants à cette conscience qu'on peut faire des choix sexuels. En conséquence, des experts comme le pédopsychiatre Alexander Korte de l'Université de Munich observent une augmentation du nombre d'écoliers qui croient être nés dans le mauvais corps sans que ce soit un développement transsexuel. Wolfgang Leisenberg a déclaré lors d'une conférence en août 2014 sur le thème « Gender Mainstreaming » sur le chemin vers le nouvel être humain. Suite à l'éducation sexuelle en maternelle et à l'école, dispensée par la théorie du genre, les enfants sont systématiquement en insécurité dans leur identité sexuelle. Ne plus savoir si on est un homme ou une femme est généralement considéré comme le niveau de confusion le plus élevé. L'Institut allemand pour la jeunesse et la société a averti il y a des années dans diverses publications sur le sujet du genre que les jeunes qui ne savent plus s'ils sont des hommes ou des femmes sont désécurisés et affaiblis dans leur identité. Ils seraient donc d'autant plus réceptifs aux manipulations et aux tentatives idéologiques de l'État pour les rendre conformes. Serait-ce la raison pour laquelle l'État finance de tels projets ?
pas peur, ça va très bien se passer, on est des gentils. Quelles sont vos normes pour une activité acceptable? Qu'est-ce qu'une société devrait approuver et pardonner? Notre norme est claire, l'enseignement de Dieu et la loi naturelle. Selon cette même norme, c'est-à-dire l'enseignement de Dieu et la loi naturelle, l'homosexualité est contre nature et pervers, et l'activité homosexuelle est abominable, similaire à la pédérastie et la bestialité. En d'autres termes, il y a une raison pour laquelle l'homosexualité n'est pas procréatrice. Elle n'est pas naturelle et n'a pas été voulue par Dieu. Selon cette norme, l'homosexualité devrait être condamnée par la société. Voilà notre norme. Quelle est donc la vôtre? Puisque vous rejetez l'enseignement de Dieu et la loi naturelle, votre norme ne peut être que ce que la culture et la société considèrent comme acceptable sur le moment. Par conséquent, lorsque la société considère l'homosexualité comme pervers et inacceptable, ainsi que le faisait encore récemment la culture américaine, vous devriez logiquement soutenir la condamnation de l'homosexualité. Mais lorsque les vues de la société ou sa culture changent à propos de l'homosexualité, comme l'a fait la culture occidentale, vous devriez alors changer votre position. Pour rester cohérent, vous devriez alors accepter ou défendre l'homosexualité et soutenir l'idée qu'il faille contraindre les autres à faire de même. Lorsque la culture ou société va plus en avant et commence à considérer comme acceptable la pédérastie, c'est-à-dire l'activité sexuelle entre hommes adultes et jeunes garçons, tout comme elle considère acceptable à présent l'homosexualité, vous devriez alors défendre la pédérastie et exiger que les autres fassent de même. Est-ce que vous voyez en quoi votre position n'est pas raisonnable et est diabolique? Elle vous laisse sans norme, excepté ce que la société considère comme acceptable à ce moment particulier. Beaucoup sont les cultures anciennes à avoir pratiqué et toléré la pédérastie. En réalité, les pédérastes et les pédophiles avancent les mêmes arguments que les homosexuels pour leur perversion. S'il était autorisé à ce monde de continuer pour environ une décennie supplémentaire, la société commencerait à traiter les pédérastes et les pédophiles de la même manière qu'elle traite actuellement les homosexuels, c'est-à-dire comme une classe privilégiée et protégée. C'est clairement la direction vers laquelle se dirige la société. Ceux qui pensent qu'il est impensable que la société parvienne à ce stade sont aveugles. Ils ne réalisent pas à quel point les vues sur l'homosexualité ont changé en l'espace de quelques décennies. La citation suivante, tirée d'un livre écrit en 1995, montre à quel point la société a changé significativement à propos de l'homosexualité. Rien que dans la période allant de 1985 à 1995. Citation. Il y a une décennie, qui aurait pensé qu'un livre entier serait écrit sur le sujet de l'homosexualité et l'éducation, écrit avec des faits, utilisant des noms réels, des écoles réelles, des incidents réels, non seulement positifs pour la plupart, mais ce de façon spectaculaire. Qui aurait pensé que dans tant d'immeubles à travers les États-Unis, de grandes villes, banlieues moyennes et petites villes, il y aurait non seulement des enseignants et administrateurs, entraîneurs et étudiants ouvertement gays, mais aussi des alliances hétéro-gays, des programmes dont la thématique est l'homosexualité. Cela aurait semblé être un conte de fées. Fin de citation. Tiré du livre en anglais de Dan Woog, L'école est finie, l'impact de la problématique des gays et lesbiennes sur les écoles américaines. Page 373. Comme le montre cette citation, et bien d'autres l'auraient pu également, rien qu'une décennie en arrière, l'homosexualité n'était pas tolérée ou acceptée par la société. Elle n'était pas promue dans le courant dominant de la culture, puisque considérée comme si ignoble et contre nature.
Le même changement peut se réaliser et se réalisera concernant les vues de la société sur la pédérastie et la pédophilie, à moins que Dieu n'intervienne. La vérité est que la norme de Dieu est l'unique norme. Lui seul est celui qui est, Exode 3,14. Lui seul a créé toutes choses, Colossiens 1,16. Et sans lui, rien de ce qui a été fait ne serait fait, Jean 1,3. Lui seul a l'immortalité, 1 Timothée 6,16. Lui seul soutient tout par sa parole puissante, Hébreux 1,3. Lorsque vous rejetez Dieu, vous n'avez rien. Et lorsque vous rejetez sa norme, vous n'avez pas de norme. When I was living that gay life for many, many years, I was 100% sure that was my identity. I felt like I was born that way. It was my orientation, it was my identity, and I felt like it was immutable. And one of the things that also happened during that moment of conversion was I knew beyond a shadow of a doubt that homosexuality was not who I was, that my identity was in Christ, that was not who I was. This is the issue, the deal breaker. Homosexuality is the deal breaker for the LGBT community when it comes to Christianity. And I felt the same way. People always say, well, isn't it unloving to say that homosexuality is a sin? And I'm like, no, it's unloving to let people spend eternity apart from God. And that's unloving. This life is a vapor. This life is a mist. It's like 2 seconds long. Eternity is a long time. And whether you believe it or not, we're all gonna face Christ on the last day. And we're either gonna be under his mercy or under his wrath. That's the bottom line. And whether you believe that or not, that's going to happen. That's what's at stake, is eternity. That's what's at stake. Do you want just this kind of temporary pleasure right now? Or do you want eternity with God? Do not let this one issue, and I know it's a very powerful, strong issue, but do not let this one issue prevent you from eternity with God. Sinful. This one area just didn't need Jesus. All of me was messed up. Homosexuality is not the only issue plaguing a person. Sin is the issue plaguing a person. This homosexuality is just an outworking of that nature. I just saw like weed and stealing and pride and anger and arrogance and drunkenness, and everything was not worth it. Like, it just was overwhelmingly obvious that everything that I loved would not profit me anything but hell. You know what I'm saying? And I saw that God was offering me life, and I knew I had no choice. I either choose God or I choose death. I told God, I said, what you're calling me to do, I cannot do on my own. I've tried before to try to live holy, and it didn't work. But I know enough about you to know that you'll help me. And so I broke up with my girlfriend maybe a day or two later, because I had to. And then that was one of the hardest decisions I had to make. But so everything after that was easy.
Changed my clothes a week later, got into a church in 2 weeks. I think on my wedding day, it was just kind of surreal. Everything in my life has always just been so God. You desire for this marriage and this wedding to just really show off your gospel. And I'm really grateful to be a part of that presentation. 5 weeks after my honeymoon, I found out I was pregnant. I was looking at her and I thought to myself, if I chose to stay in the lifestyle I was in, I would never have her. I wouldn't have her. It wouldn't be Eden. And I just cried and thanked God for allowing me to experience that. The advice I would give to a parent is, first and foremost, to really trust God. Because even with my mother or my aunts or the Christians around me, they may have seen me in my condition and think, oh, it's hopeless. But they didn't know that I was running into people on the street that were convicting me. They didn't know I was seeing certain commercials that were reminding me of God. They didn't know that I would hear certain gospel songs randomly. Just be faithful. Keep loving them. God changed me by showing me himself. God is aware of what's happening. It's not foreign to him. His son died for them. He loves your children more than you do. My name is David. I'm 44 years old, and this is the testimony of how Jesus Christ saved me from 27 years of homosexuality. Thinking, wow, God is so good. Here I was, I didn't believe him. I just leaped out in faith, and yet he did what he said he would do. He would take those desires away. He would make me a new creature, just like it says in his word. He's given me a new heart with new desires. And I thank him and I rejoice in what he has done for me. And I marveled at his goodness and his mercy to me and his long suffering and patience. This is 1 Corinthians 6, verse 9 through 10. And it says, "Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor adulterers, nor idolaters, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Such were some of you, but you were washed, and you were sanctified, and you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God." And I realized that's what happened to me. I was finally justified by Christ, and I was made a new creation. I was predestined to be a servant of his, to serve God. And so now I rejoice that
He's given me that new heart, that new desire, the new desire to go out and to serve Him and to do His will and to live for Him. And I also take comfort in 1 Corinthians 10:13 that says, "No temptation has overtaken you except such as common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make a way of escape that you may be able to bear it." And I found that to be true. Every time I've rested in Christ's strength to overcome temptation, He has helped me. Every single time, in every single instance, no matter what the sin was. But every time I would try to make do with my own strength, in my own strength, I fall. So I'm not afraid of what the future holds, because I know I'm made right with God through Jesus Christ, His Son, who suffered and bore the wrath, God's wrath, for me on the cross. I know that Jesus Christ has saved me from the power of sin, and He can save. Aujourd'hui, nous irons à l'université de Södertörn pour demander aux étudiants si on est vraiment ce qu'on prétend être. Y a-t-il de bonnes réponses et de mauvaises réponses? Découvrons ce qu'il en est. Que signifie pour toi la politique d'identité de genre? C'est quelque chose qui existe, c'est tout. Question difficile. Oui, c'est une politique qui est de plus en plus nécessaire. Est-il important pour toi de décider de ton identité de genre? Absolument, absolument. Oui, c'est important, oui. Oui, tout à fait, c'est entièrement à l'individu de décider. Une chose formidable, tout à fait d'accord. Parce que tu ne peux pas être ce que tu n'es pas, alors oui, tu peux te déterminer un peu toi-même. Si je disais que j'étais un homme, que dirais-tu? Oh, je ne pense pas que ça m'intéresserait, donc non, ça ne m'intéresserait pas. Je dirais, tant mieux pour toi si tu veux être un homme. Je serais un peu surpris au début parce que ça n'arrive pas très souvent. Tu ressembles à une fille. Mais si tu t'identifies à un homme, ça me va. C'est bon pour moi. Tant mieux pour toi. Je ne réagirai pas autrement. Je dirais, ok, quel est ton nom alors? Alors je dirais, d'accord, c'est bon. Si je disais que j'étais un Japonais, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais spontanément non. Les Japonais n'ont pas des yeux comme ça, et en général, ils ont les cheveux foncés. Il s'agit davantage de facteurs externes. Je ne sais pas. Oui, ça me va. Tu n'as pas l'air japonais, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me poserai des questions. C'est vraiment un peu difficile. Je ne te considérerai pas comme un Japonais. Pourquoi pas? Probablement parce que nous avons une certaine image de ce à quoi les Japonais doivent ressembler, un look asiatique. Tu peux me considérer comme un homme, mais tu ne sais pas si je suis japonais. Pourquoi? Mais je pourrais être un homme. Oui, pas tout de suite. Mais si tu dis que tu es un homme, je dirais d'accord. L'identité de genre est plus une chose intérieure et moins d'où tu viens. Mais si tu es japonais ou non, c'est quelque chose qui peut se voir. Mais je ressemble à un homme. Non, pas comme on en a l'habitude. Ce n'est pas le cas. Si je dis que je suis un chat et que je veux être traité comme un chat, qu'est-ce que tu en dis? Il y a des gens qui ont réussi à aller assez loin. Je n'en sais rien. Là, on atteint une limite où ce n'est pas à moi de décider. Que dirais-tu si je disais que je mesure 2 mètres? Non. Pourquoi?
Scientifiquement parlant, tu mesures probablement moins de 2 Mais mètres. je suis scientifiquement un homme. Je pense que c'est plus une question de sentiment. Dirais-tu que si je me sentais comme ça, je ferais 2 mètres de haut? Non. Peut-être que je devrais, mais je trouve ça difficile. Je pense que c'est bon pour moi si tu fais 2 mètres de haut. Dirais-tu que j'ai tort de dire que je fais 2 mètres de haut? Si c'est ce que tu veux croire, certainement. Que se passerait-il si je disais que je suis un enfant de 7 ans? Ça ne marchera pas si bien. C'est une question que je ne me suis jamais posée avant. Comme tu veux, mais je me dirais, est-ce que tu vas bien? Cela nous amène au niveau biologique, que tu sois homme ou femme, âgé de 7 ans ou 20 ans. Non, je n'ai pas de réponse adéquate. Puis-je m'inscrire à nouveau dans une école primaire? Si tu as déjà fait ton primaire, ça serait bizarre. Je ne sais pas pourquoi non plus. C'est bizarre. Ma réaction serait que tu ne devrais plus t'inscrire à l'école. C'est bizarre, c'est tout. C'est une question encore plus délicate. Du point de vue biologique, tu ne peux pas avoir 7 ans. Suis-je biologiquement un homme? Eh bien, maintenant les questions deviennent vraiment difficiles. Non, je ne pense pas. Si j'ai l'impression d'avoir 7 ans, devrais-je rencontrer des garçons ou des filles de 7 ans? Je dirais que non. Que tu aies l'impression d'avoir 7 ans, c'est une chose, mais ce que tu es vraiment, c'est une toute autre chose. Devrait-il vraiment être si difficile de dire à une petite fille suédoise qu'elle n'est pas un garçon japonais de 2 mètres de haut? Sommes-nous éduqués aujourd'hui à ne pas nommer les faits évidents? Si tel est le cas, qu'est-ce que ça veut dire pour notre société?